savez qu'il y a un campus à Lévis, de l'UQAM, alors on est là. Je suis psychologue de formation et je ne suis pas infirmière, donc c'est pour ça que je trouve important de le dire quand même, et spécialisée en santé communautaire avec mon collègue Valérie. Voilà, alors c'est ça. Et puis, bon, ben, je vous présente en fait les résultats de deux recherches qu'on a fait dans les dernières années, donc depuis, je dirais, 2007, sur l'appropriation du pouvoir d'agir chez les femmes travailleuses du sexe au Bénin et au Québec. Donc, je vais vous présenter le processus et les enjeux. Donc, le plan de la présentation, ça va être le suivant. Je vous laisse le lire. Est-ce que les gens à l'extérieur, parce qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur, est-ce qu'ils voient aussi le PowerPoint? Très bien, merci. Alors, les deux projets de recherche que je vais vous présenter, donc, s'inscrivent en santé mondiale dans la prévention du VIH et des ITSS et de la promotion de la santé sexuelle et reproductive, donc chez des femmes travailleuses du sexe, mais aussi travailleuses du sexe de rue et utilisatrices de drogue par injection. Donc, ces dernières, c'est principalement à Québec. Comme je vais parler de deux projets de recherche, évidemment, je ne pourrai pas aller aussi en profondeur que je le voudrais sur un projet, donc je m'en excuse déjà, mais vous pourrez me poser des questions après et je pourrai y répondre. Donc, le dernier projet, en fait, le premier que je présente et qui est le dernier, le plus récent, c'est Ensemble, nous sommes plus forts, processus de regroupement des femmes travailleuses du sexe de Cotonou, pour lequel j'avais obtenu, bon, c'était un petit financement de démarrage pour un éventuel projet plus large qu'on est en train de développer. Et ce petit projet-là s'inscrivait à l'intérieur d'un plus grand projet qui avait été financé par les IRSC avec Michel Allary, qui est épidémiologiste à Québec, où je suis à Québec. Et c'était sur le travail du sexe, la marginalisation et la santé, approche de recherche visant l'équité en santé en contexte prostitutionnel béninois. Donc, c'est un projet de plus grande envergure, évidemment, et dans lequel il y avait tous des volets épidémiologiques et tout ça. Dans le cadre de ça, on a développé des activités communautaires pour les femmes travailleuses du sexe au courant du mois de mai 2013 et de là a émergé une initiative de regroupement des femmes travailleuses du sexe à Cotonou. Et comme je m'intéresse depuis longtemps à l'empowerment chez ces femmes-là, j'ai décidé de faire une petite étude sur 1 an pour évaluer le processus d'empowerment chez ces femmes-là. Donc ça, c'est le premier projet. Le deuxième, mais qui est en fait beaucoup plus ancien, c'est Avec les filles pour la vie. C'est aussi un projet de prévention VIH-ITSS, mais c'était vraiment une recherche-action participative qu'on avait développée avec Françoise Côté à l'époque, qui était professeure en sciences infirmières à l'Université Laval. C'était fait en collaboration avec le programme d'échange de seringues Point de repère à Québec. Et on avait reçu aussi un financement des IRSC à cette époque-là. Donc, c'est ces deux grands projets-là que je vais vous présenter. Évidemment, c'était aussi un projet plus large où il y avait des volets quantitatifs, mais je vais vous présenter précisément les aspects d'empowerment. Les contextes de vulnérabilité des femmes, en fait, il y a différents contextes. Évidemment, les femmes travailleuses du sexe à Cotonou vivent un contexte assez différent de celle de Québec. Vous en doutez, j'imagine. Il y a particulièrement une vulnérabilité sociale, économique et politique, notamment parce que c'est des femmes qui sont très mobiles, qui voyagent. La majorité, je vous dirais, des travailleuses du sexe à Cotonou proviennent soit du Nigeria, soit du Ghana, soit des pays limitrophes. Donc, c'est des femmes très mobiles, mais qui sont parfois amenées par d'autres personnes. Ça peut être des hommes, des femmes, qui vont soit les inviter à faire le travail du sexe directement, mais peuvent aussi les berner en leur disant que je vais t'amener dans un pays européen où tu vas travailler, tu vas faire le ménage, tu vas être une bonne, peu importe. Et donc, ces femmes-là donnent leurs papiers à ces personnes-là, les suivent et se rendent finalement à Cotonou pour faire la prostitution. Donc ça existe dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a tout un contexte comme ça, mais évidemment, vous savez que dans des pays comme ça où il y a peu d'éducation, il y en a qui ont de l'éducation, mais chez ces femmes-là, il y en a moins. Et donc, ça favorise évidemment des comportements sexuels qui ne sont pas toujours sécuritaires. J'écris pas toujours parce que
depuis les interventions, l'utilisation du condom a beaucoup augmenté. Donc, la majorité des travailleuses du sexe l'utilisent régulièrement avec leurs clients. Néanmoins, les taux de VIH et d'ITSS sont quand même relativement élevés. Là, ça pouvait être autour de 20 quand même chez ces femmes-là. Donc, c'est quand même très élevé. Mais on a vu des diminutions avec les interventions qui ont été faites. Et on observe aussi des grossesses non désirées chez ces femmes-là. Donc, tout ça s'inscrit aussi dans des rapports de genre inégaux, un système politique qui, évidemment, qui ne légalise pas du tout la prostitution. Donc, tout ça sont dans ce contexte-là. Les femmes travailleuses du sexe de rue à Québec, qui sont aussi utilisatrices de drogue par injection, c'est une autre réalité. Ce sont des femmes, souvent, qui ont des problèmes de santé mentale. Pas toujours, pas toujours, je ne veux pas généraliser, mais il y en a certaines mais souvent, qui vont vivre des moments d'exclusion pour différentes raisons. Ça peut être avoir une différence, un handicap, des choses comme ça. Mais aussi, il y a des vulnérabilités sociales, économiques et politiques qui vont avec ça parce que, la prostitution, évidemment, maintenant, les femmes, c'est plus... à l'époque, c'était encore criminalisé, mais là, maintenant, ce sont seulement les clients qui le sont. Par contre, ça a quand même des conséquences là, pour les femmes qui pratiquent le travail du sexe et le travail du sexe de rue particulièrement. Les femmes qui font le travail du sexe de rue, souvent, sont utilisatrices de drogue par injection ou en tout cas sont consommatrices de drogue assez forte, généralement. Et on voit chez ces femmes-là qu'elles sont beaucoup plus à risque au VIH, aux ITSS que les autres personnes utilisatrices de drogue par injection et que les autres femmes travailleuses du sexe. Et donc, ce sont des femmes qui travaillent dans la rue, donc travaillent du sexe de rue et utilisent des drogues et qui vont souvent tomber dans l'engrenage de la prostitution, drogue. Donc, ça se passe comme ça. Et là, elles arrivent dans un contexte très à risque pour elles, où elles vont se piquer des fois dans des toilettes, dans la rue. Souvent, elles vont perdre leur logement. Elles vont être itinérantes pendant un certain temps. Donc, c'est vraiment un autre contexte que celui de Cotonou, même si Cotonou, c'est vraiment aussi, les femmes vivent dans des conditions très difficiles aussi. Dans les deux cas, il y a eu des interventions qui ont été faites depuis le début des années 90, surtout à Cotonou, mais je vous dirais à Québec, évidemment, avec Point de repère, il y avait quand même des interventions pour les personnes utilisatrices de drogue par injection, mais il y en avait beaucoup moins pour les femmes travailleuses du sexe de rue. Donc ça existait beaucoup moins. Donc, elles étaient plus touchées par la bande, mais ça répondait rarement à leurs besoins. Pour les objectifs, je vous présente évidemment une partie des objectifs. Donc, c'était vraiment de documenter le processus d'empowerment des femmes travailleuses du sexe de Cotonou et celles à Québec également. À Cotonou, il y avait également d'identifier les éléments du contexte qui favorisent ou qui constituent des obstacles au développement de leur regroupement et observer l'évolution des rapports entre les femmes et avec l'ensemble de leurs partenaires sexuels, des personnes qui gravitent autour d'elles finalement. Et spécifique à Cotonou et Québec, donc c'était vraiment identifier les impacts à court et moyen terme du regroupement des femmes à Cotonou et celle TSR-UDI à Québec sur le plan individuel, le plan organisationnel et communautaire. On s'est basé sur le concept d'empowerment. Pourquoi l'empowerment? Parce qu'évidemment, on sait qu'en santé publique, les interventions souvent vont s'intéresser, répondre à des carences qu'on identifie dans un milieu, alors que l'empowerment, on essaie de regarder quelles sont les forces des personnes. Okay? Donc, c'est vraiment un autre regard avec une autre philosophie. Et on pourrait le décrire comme un processus par lequel les personnes et les groupes obtiennent un meilleur contrôle sur les décisions qui les concernent, sur leur vie, leur santé en général, un meilleur accès aux ressources, une meilleure justice sociale, l'équité en santé, tout ça. C'est à la fois un processus et une finalité. J'ai surtout utilisé la description de Ninack, donc la vision de Ninack, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissaient, et qui présente les 3 niveaux de processus et de retombées de l'empowerment individuel, organisationnel et communautaire.
et dans laquelle il y a des composantes transversales, la participation, la mobilisation. Donc, on mobilise, dans les deux cas, on a mobilisé les femmes à partir des besoins qu'elles avaient identifiés. Hein, on mobilise les personnes vraiment sur des sujets qui leur tiennent à cœur, sur des thèmes qui les inspirent, parce qu'évidemment, on ne peut pas les mobiliser juste sur le VIH, parce que ce n'est pas nécessairement leur priorité. Alors, dans le cas de Cotonou, ce qu'on avait fait, ça avait été vraiment un atelier et les femmes avaient pu parler justement de leur vécu, vécu de violence, vécu avec leurs enfants, parce que c'est des femmes travailleuses du sexe qui ont aussi des enfants qui ne sont pas nécessairement scolarisés ou comme elles voudraient, qui n'ont pas nécessairement l'accès à la santé, tout ça. Donc, on les a mobilisées à partir de ça, à partir de vraiment leur vécu, leur propre vécu, et elles ont pu identifier les besoins principaux. Et le premier besoin qui était identifié, c'était le vécu de violence, en fait. Donc, c'était la violence qui les préoccupait davantage par les policiers, il y a des raves policières, par les clients et les partenaires sexuels et tout ça, et même la population qu'elles côtoient tous les jours. Chez les femmes travailleuses du sexe de rue, à Québec, ça a été vraiment à partir de qu'est-ce qu'elles vivaient aussi. Et elles ont identifié différents besoins qu'elles avaient. Et le premier, c'était de pouvoir dormir dans un lieu sécuritaire. Donc, de développer un drop-in. Donc, vous verrez tout à l'heure les résultats que je vous présenterai. Donc, il y en avait d'autres. Je ne vous en parle pas de tout, mais vous pouvez voir que ce n'était pas le VIH et les ITCS qui arrivaient en premier, évidemment. Donc, elles ont été mobilisées là-dessus. En même temps, elles ont pris conscience de leur vécu qui était non seulement individuel, mais collectif, un partage d'expériences communes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces milieux-là de travail du sexe, il y a beaucoup de conflits entre les femmes. Elles vont se voler des clients, tout ça. Et finalement, elles se sont rendues compte dans ces ateliers-là, autant à Québec qu'à Cotonou, qu'elles avaient plusieurs points en commun. Okay? Et même si elles parlaient différentes langues, parce qu'à Cotonou, il y en a qui parlent anglais, d'autres français et différentes langues locales. Donc, elles ont une prise de conscience commune et ça favorise évidemment les liens d'attachement et la participation, la mobilisation. À travers ça, elles ont développé différentes compétences parce qu'il y a différents ateliers qui ont été développés à partir des besoins qu'elles ont exprimés. Ça pouvait être justement les travailleuses du sexe de rue à Québec, ça pouvait être justement de connaître leurs droits, ça pouvait être d'identifier des situations d'urgence, comment se piquer, comment reconnaître que j'ai une phlébite, ou en tout cas quand il se pique, il y a toutes sortes de plaies qui peuvent apparaître, répondre s'il y a quelqu'un qui est en état d'urgence, etc. Donc en fait, il y a eu toutes sortes de formations qui ont été développées pour elles. Et à travers tout ça, il y a l'estime de soi qui se développe, une meilleure confiance en elle, une reconnaissance sociale aussi. Et tout ça va faire en sorte, donc j'ai mis une petite spirale pour montrer que ça se fait un peu comme ça. Et elles développent leur pouvoir d'agir, un contrôle sur leur vie, leur santé, diminution des comportements à risque, etc. Donc, c'est le concept d'empowerment. Intervenir à partir du concept d'empowerment, ça nécessite évidemment de considérer le contexte global, mais particulièrement le partage des pouvoirs et des expertises. Donc ça, c'est un aspect central de l'empowerment qui n'existe pas nécessairement ou pas autant dans d'autres approches en santé. Je ne dis pas que ce n'est pas fait ailleurs, mais l'empowerment demande ça, c'est la base de l'empowerment. Donc, comme j'ai dit, définir la cible du changement de façon consensuelle, encourager les initiatives personnelles des personnes et des groupes. Interventions se font avec et par les personnes concernées. On soutient leur démarche pour atteindre leurs objectifs. On tient compte des différents savoirs, des forces, des compétences de chacun. Par exemple, à Québec, quand on développait les ateliers, il y avait toujours un chercheur, un intervenant et une femme travailleuse du sexe. C'était toujours des co-formations qu'on faisait, qu'on développait. Et c'est important de partager ces différents savoirs-là et de développer les choses en commun comme ça. Et s'adapter aux conditions de collaboration des personnes. Donc, évidemment, on ne peut pas exiger des femmes travailleuses du sexe de rue d'être toujours assidues à leur rendez-vous et de mettre des contraintes qui ne leur conviendraient pas. Bien là, si tu ne viens pas, tu es exclu du groupe.
Donc, il fallait être évidemment assez ouverte à leurs besoins. Méthode de recherche, je ne vais pas en parler trop longtemps, mais il y a un article justement pour celui de Québec qui a été écrit, donc vous pourrez le lire là-dessus. C'était, pour ce volet-là, c'était davantage qualitatif, une démarche qualitative avec des entretiens individuels de groupe, observation participante, restitution des résultats avec validation des résultats. Bon, à Cotonou, ça a été avec une vingtaine, même trentaine de femmes travailleuses du sexe. Et à Québec, il y a eu des entretiens individuels et de groupe avant et après. Même ça s'est fait en 3 temps, 2007, 2009, 2010. Donc, où il y avait 20 femmes au début, 16 femmes après et 13 femmes à la fin qui ont été interrogées, avec l'observation participante au fur et à mesure là, des activités qu'on fait et tout ça. Dans des analyses qualitatives de contenu, bon, approbation éthique, bon, ça, c'est de routine finalement. Les résultats du processus d'empowerment. Donc, le projet Ensemble, nous sommes plus forts, processus de regroupement des femmes travailleuses du sexe de Cotonou. Les changements personnels qu'on observe à court terme, donc dans l'espace d'1 an seulement. Prise de conscience individuelle de leur vécu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Plus d'indépendance par rapport aux proxénètes. Donc, ça, c'était intéressant parce qu'avec cette prise de conscience-là, elles se sont rendues compte qu'elles étaient exploitées par les proxénètes. Et ça fait en sorte que leur attitude a changé également envers ces personnes-là. Donc, souvent, elles doivent de l'argent à ces hommes-là. Des fois, c'est des femmes aussi. Hein. C'est pas que des hommes, des fois, c'est des femmes. Et même des fois, c'est des sommes vraiment énormes là, pour le peu qu'elles gagnent. Là. Donc, c'est vraiment de l'exploitation. Développement des connaissances et des habiletés, donc plus de connaissances en matière d'ITSS, utilisation du condom, plus de visites. Elles ont fait plus de visites au centre médical, au centre adapté, parce qu'il y a des services adaptés, en fait, pour les femmes travailleuses du sexe à Cotonou. Puis ça existe depuis les années 90. Meilleure capacité à négocier le condom et ça veut mieux prévenir la violence avec les clients, les partenaires sexuels, parce qu'elles ont eu des ateliers sur le sujet. Donc ça, c'est ce que les femmes nous disaient dans les entrevues. Les changements organisationnels, une meilleure entente entre les femmes TS, comme je vous ai dit. Donc ça a été vraiment intéressant d'observer ça en si peu de temps. Prise de conscience collective du vécu de la violence, donc non seulement individuelle, mais le fait de s'en rendre compte collectivement, ça les mobilise davantage et elles peuvent davantage être solidaires entre elles, justement, pour repousser cette violence-là, pour contrer ces violences-là, qu'ils soient avec leurs petits amis, les clients, la police. Donc, on a développé des interventions avec la police, justement, pour qu'il y ait moins de raves policières. Ça veut dire qu'il n'y en a plus, mais qu'il y en ait beaucoup moins. Okay? Donc, ça a été intéressant aussi. Donc, une meilleure solidarité face à ces violences-là et des problèmes avec les clients. Donc, souvent, il y avait un problème avec une femme travailleuse du sexe. Un client voulait, par exemple, pas utiliser le condom. Il pouvait aller voir la chambre voisine et dire, ben moi, je vais aller voir ta voisine et je n'utiliserai pas le condom avec elle. Maintenant, de plus en plus, ça veut pas dire que c'est comme ça partout, elles sont solidaires entre elles, puis elles disent, ben tu peux aller voir ma voisine, mais elle va demander la même chose. Okay? Et elles savent qu'elles s'entendent toutes pour dire, nous, c'est avec condom, sinon c'est non. Donc, cette solidarité-là les aide beaucoup, évidemment. Ensuite de ça, il y a le soutien collectif pour l'arrêt de paiement aux proxénètes. En fait, ils les appellent les jabis, là, mais j'ai écrit proxénètes pour que ça soit plus clair pour vous. Donc, elles se soutiennent davantage là-dedans. Donc, quand tu as un même proxénète, tu peux résister collectivement à ces menaces, finalement. Aussi, toute la question de défense des droits. Donc, elles reconnaissent leurs droits de plus en plus, diminution des raves policières, comme je vous ai dit, mais aussi, surtout, elles participent à orienter l'action qui les concerne avec les comités nationaux de lutte contre le sida. Donc, avant, c'était un intervenant qui les représentait sur ce comité-là. Maintenant, ce sont les femmes elles-mêmes qui y vont. Okay? Donc, ça, déjà, c'est différent. C'est déjà de prendre beaucoup plus de place et de pouvoir au sein de la communauté. Donc, je vous présente seulement les changements individuels et organisationnels parce qu'en 1 an, on n'a pas vu de changement dans la communauté encore. Mais c'est déjà intéressant ce qu'on a pu observer.
Chez les femmes travailleuses du sexe de rue et utilisatrices de drogue par injection à Québec, je vous présente la petite figure, en fait, le petit schéma qu'on avait fait en 2007 quand on avait démarré le projet, Françoise Côté et moi. On avait présenté le contexte de vulnérabilité des femmes travailleuses du sexe de rue. En fait, elle nous disait, bon, il y avait la violence structurelle, insécurité économique, d'habitation alimentaire, les caractéristiques individuelles, faible estime de soi. Souvent, elle disait qu'elle sentait comme des vidanges. Faible sentiment de contrôle dans leur vie. Le contexte de vie, travail criminalisé non sécuritaire, violence des clients, répression policière, absence de support social à l'intérieur des groupes. Donc ça, c'était tous des éléments importants qui faisaient le contexte de vulnérabilité et enfin l'accès difficile aux ressources communautaires et services de santé. Souvent, elles se sentaient jugées, justement, quand ils arrivaient dans un service de santé. Ça, c'est pour la majorité des utilisateurs de drogue par injection. Souvent, ils arrivent dans un service de santé et on veut les envoyer en désintox alors qu'ils ne viennent pas pour ça, ils viennent pour soigner une plaie ou pour un autre bobo, finalement. Donc, l'accès était difficile. Des fois, ce n'était pas les heures qui leur convenaient. Les CLSC sont fermés la nuit, etc. Donc, il y avait tout ce sentiment d'impuissance-là, vulnérabilité accrue à la maladie, mais à travers et qu'il y avait des prises de risques également, comportement sexuel d'injection non sécuritaire et plus de maladies, VIH, VHC, VHCC, virus d'hépatite C, là, je ne sais pas tout à fait qui est dans la salle, donc, et autres ITSS en fait. Le produit de l'empowerment, donc qu'est-ce qui est ressorti? Donc, à travers la participation, le développement des compétences individuelles, le sentiment d'efficacité personnelle dans l'action. Donc, ça, le sentiment d'efficacité personnelle avait été mesuré plus de façon quantitative. Motivation, intention à agir. Tout l'empowerment organisationnel, participation dans les prises de décision, compétences organisationnelles et conscience critique. Connaissance des droits, lutte pour la décriminalisation du travail du sexe, sentiment d'efficacité collectif. Donc, un grand développement de leadership, autant sur le plan organisationnel que communautaire. Et qui a, en fait, ce qui a émergé de ce projet de recherche-action participative, c'est le projet Lune, qui existe depuis ce temps-là, finalement, par et pour les femmes travailleuses du sexe, où il y avait les 4 axes. Donc, il y avait évidemment le lieu d'hébergement, donc ils ont appelé ça un drop-in, un endroit où, si par exemple, elles sont loin de chez elles la nuit, ou si elles n'ont pas de logement momentanément, c'est un endroit où elles peuvent aller se reposer de façon sécuritaire. Et il y a ce lieu d'hébergement-là à Québec maintenant. Le journal La Voix de la Ruelle, où elles peuvent écrire toutes sortes de choses qu'elles vivent, d'expériences. Ça pourrait être de dénoncer les différents clients qui sont dangereux ou... il y a toutes sortes de choses. Vous pourrez aller voir même sur le site, là, s'il y a un site sur le projet Lune, donc vous pourrez le regarder. Et sont aussi, on a fait affaire aussi avec le programme Intervention Prostitution Québec. Donc, vous pourrez aller voir sur ce site-là aussi si ça vous intéresse. Il y a eu différentes formations sur les sujets qui les interpellent, comme je vous ai dit, et une trousse d'hygiène de base parce que ça répondait à leurs besoins. Parfois, elles sont un peu loin, mais elles aimeraient avoir dans leur sac une petite trousse d'hygiène de base, mais vraiment pas grosse, qui soit facilement, qu'on puisse utiliser rapidement au besoin. À travers tout ça, il y a eu des reconnaissances sociales, meilleure estime de soi, et le projet Lune continue encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça. Diminution de la transmission et acquisition du VIH, mais évidemment, c'est à petite échelle, hein, parce que on est parti de 20 personnes, il en reste peut-être 5-6 qui travaillent là-dessus. Il y en a d'autres qui s'ajoutent. Amélioration de la qualité de vie et tout ça. Et bon, il y en a qui participent à des émissions de radio. Donc, il y a toutes sortes de choses qui sont faites pour elles. Les enjeux de l'empowerment, en fait, les enjeux qui sont ressortis de part et d'autre, donc liés au processus d'empowerment, il y a d'abord, évidemment, et comme les autres études le disent, la mobilisation et la participation. Donc ça, c'est assez difficile. Comment est-ce qu'on mobilise, on garde cette mobilisation au fil du temps? C'est un enjeu majeur dans l'empowerment, ça existe toujours et on le voit dans nos projets aussi. Souvent, idéalement, il faudrait qu'il y ait une petite aide financière quand on fait des activités, donc ça les encourage. Il faut toujours mettre à jour l'identification des besoins. Donc, s'il y avait des besoins en 2007, bien, ce n'est pas les mêmes en 2013, puis ce n'est pas nécessairement les mêmes en 2017. Donc, ça, c'est toujours rester à l'affût des nouveaux besoins qui émergent.
La question de la structuration du groupe et qui va justement qui est en lien avec la mobilisation. C'est important d'avoir une structure pour l'empowerment. Donc, qui fait cette structure-là? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que, comme les femmes du projet Lune, elles avaient un drop-in, elles ont un lieu au projet Intervention Prostitution Québec où elles peuvent se réunir. À Cotonou, sont en regroupement, elles n'avaient pas encore de local, sauf dans les services adaptés, elles pouvaient aller là de temps en temps, mais elles n'avaient pas encore un lieu pour elles. Donc, la structuration du groupe est importante et comment est-ce qu'on va faire favoriser cette structuration-là? Ça, c'est dans notre nouveau projet de recherche qu'on va développer prochainement. Un autre enjeu qui est majeur, c'est la transformation des rapports de pouvoir. Donc, évidemment, qui dit empowerment dit transformation des rapports de pouvoir. Mais en quoi c'est un enjeu? C'est que, évidemment, les rapports qu'on a avec ces personnes-là se modifient, se transforment. Et particulièrement quand on est intervenant. Quand au départ, tu es intervenant, tu as un certain pouvoir, une certaine reconnaissance et que là, finalement, les rapports se transforment ou, par exemple, à Cotonou, les femmes travailleuses du sexe, maintenant, ils sont en association et elles vont avoir le droit d'aller chercher des subventions pour leur propre projet. Alors qu'avant, c'était des ONG qui allaient chercher l'argent pour elles. Donc là, ils vont devenir en compétition, justement, sur ces projets-là, sur ces subventions-là. Donc, ça créait je dirais pas des tensions parce que c'était pas des tensions ouvertes, mais il y en a qui étaient mal à l'aise avec ça. Donc, il faut se demander, quand on utilise ces approches-là d'empowerment, est-ce qu'on est prêt à recevoir, à accueillir cette transformation des rapports de pouvoir? Donc ça, je pense que c'est une question centrale. D'autres enjeux propres à l'intervention, l'éthique de l'intervention, donc soutenir sans contrôler. Okay? Ça va aussi avec les rapports de pouvoir, je vous dirais, mais comment est-ce qu'on va soutenir les personnes, donc c'est les groupes de femmes-là, sans contrôler, sans décider pour elles. Donc ça se fait, c'est comme un équilibre, je dirais, mais c'est toujours en changement, en transformation, comme tous les rapports, et évidemment. Donc ça, c'est une question importante. Et la formation des intervenants là-dessus, souvent, il y en a qui connaissent l'empowerment, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que ça nous habite comme chercheurs ou comme intervenants? C'est une autre question. Donc, on peut dire oui, on veut développer le pouvoir d'agir, les aider à développer le pouvoir d'agir, mais concrètement, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Et enfin, les enjeux pour la recherche, les approches, les méthodes, bien évidemment, on peut utiliser différentes approches de recherche, différentes méthodes. Nous, ça a été beaucoup l'approche participative, les méthodes de recherche qualitatives, mais évidemment, on peut aussi utiliser le quantitatif pour prendre un peu une photo d'avant puis d'après sur différents éléments, notamment avec le sentiment d'efficacité personnelle perçu. Et la question de la formation des enquêteurs est importante. J'ai utilisé enquêteur parce que c'est souvent le terme qui est employé en Afrique de l'Ouest, je dirais, où ils sont assez habitués à faire du quanti, à poser des questions, puis c'est fini. Donc, quand tu t'en vas dans le qualitatif, tu as souvent, malheureusement, puis c'est pas toujours comme ça, hein, puis évidemment, la formation est importante, mais des informations qui vont être très pointues, mais sans contexte nécessairement. Quels sont les avantages? Je vais plus au centre médical. Ça reste des fois un peu limite, ça manque de profondeur des fois. Donc, la formation des enquêteurs est importante pour comprendre l'empowerment et comprendre comment aller chercher ces informations-là également. Et donc, discussion, conclusion, bien évidemment, en peu de temps, ces deux projets-là ont permis de constater vraiment l'appropriation du pouvoir d'agir chez les femmes travailleuses du sexe et travailleuses du sexe de rue, utilisatrices de drogue par injection. On a observé des changements individuels, organisationnels et communautaires à un petit peu plus moyen terme, des changements de comportement, de santé. Chez les femmes travailleuses du sexe de rue, on avait du quantitatif, donc on a vraiment pu le mesurer plus précisément. Ça a développé davantage d'équité en santé. Donc, évidemment, c'est en processus. Hein, c'est pas parfait, mais ça a permis quand même de développer cet aspect-là. L'évolution des dynamiques relationnelles. Donc, ça, c'est intéressant de voir ça, autant avec les femmes. Donc, il y a des rapports de pouvoir, mais il y a aussi des rapports affectifs qui sont à travers ça.
des rapports reliés plus au travail. Donc, c'est des enjeux de transformation des rapports de façon générale et de pouvoir en particulier. Et enfin, bien, c'est des résultats qui sont quand même très encourageants en peu de temps. C'est un processus, évidemment, qui est un peu lent, fait de haut et de bas, qui décourage parfois la mobilisation. Donc, c'est important de travailler sur les éléments qui encouragent le regroupement et la structuration de ces groupes-là et trouver des solutions à ces obstacles-là. Donc, je pense que ça, c'est un défi qu'on a. Et quand même, l'empowerment, je pense que cette approche-là, ce concept-là permet vraiment la remise en question du système en place. Donc, ce qui est intéressant souvent en santé publique et communautaire quand on recherche cet aspect-là. Alors, c'est ce qui termine ma présentation. Merci beaucoup.